J'ai rarement vu un site aussi grandiose. La ville s'étend sur des kilomètres et des kilomètres, avec par-ci, par-là, des énormes blocs de rochers de plusieurs centaines de mètres de haut. Ces fruits sont les fruits du jacquier. C'est, paraît-il, le plus gros fruit du monde. J'ai rencontré souvent dans la ville des magasins comme celui-ci. Il y a tout un étalage de fruits exotiques, aux couleurs magnifiques. Sous vos yeux, on presse ces fruits et on peut déguster leur jus. C'est des fois excellent, mais d'autres fois c'est plus difficile. J'ai passé 2 après-midi complets dans le jardin botanique de la ville. J'ai fait la découverte de toute la flore tropicale. C'était mon premier voyage dans un pays chaud et je fus émerveillé par tout ce que j'ai vu. Il y avait une quantité formidable de philodendrons. Ce jardin est très exceptionnel. Il y a une quantité formidable d'arbres qui sont tous originaires de l'Amazonie. Les fûts montent à 30 ou 40 mètres de haut. Beaucoup sont recouverts de philodendrons comme celui-ci. Il y a des centaines et des centaines de feuilles. On est bien loin de nos petits philodendrons d'appartement. Est un manguier. Voilà de très belles lianes qui montent à l'assaut du sommet de celui-là. Cet arbre-là est complètement recouvert d'orchidées. Ce sont des plantes qui poussent en parasites sur les branches des arbres. Malheureusement, à cette saison, elles n'étaient pas fleuries et je n'ai pas pu en profiter. C'est bien dommage.
la quantité de palmiers qu'il pouvait y avoir. Je n'ai jamais vu deux fois le même, mais en pleine forêt, il y en avait des quantités formidables. Une des grandes caractéristiques de la forêt d'Amazonie, c'est la diversité des espèces. Le sol est très pauvre, très friable, et beaucoup d'arbres très hauts ont besoin, pour bien s'accrocher, d'avoir des racines comme celle-ci. Maintenant, nous allons visiter un petit zoo que j'ai trouvé à Manaus. Nous allons pouvoir y trouver tous les animaux que je n'ai pas vus dans la forêt. La forêt est si serrée qu'il est en effet très difficile d'apercevoir des singes et à plus forte raison des fauves. C'est bien dommage car ces panthères sont vraiment très très belles. Quant à cet anaconda, il n'aurait pas fait bon le rencontrer sur un petit cours d'eau. Il avait en effet plusieurs mètres de long et j'ai entendu des histoires d'anacondas qui renversaient des pirogues. Les gens les redoutent beaucoup. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'oiseaux. Il y en a beaucoup tout le long du Rio Negro. La plupart sont des oiseaux d'eau, mais j'ai rencontré aussi pas mal de perroquets. Voilà les magnifiques araras qui pullulent dans la forêt. Ils passent en général au-dessus de votre tête en poussant des hurlements et ils sont toujours par couple. Celui-là est parfait pour un concours d'élégance. Une des particularités des singes d'Amérique du Sud, c'est leur queue préhensile. J'étais en train de les faire enrager, je leur présentais des fruits un petit peu trop loin pour leurs pattes.
Et la queue étant plus longue, il l'a tendue pour accrocher le fruit. Voilà des terribles pécaris. Cet animal bizarre est un cabiai. C'est un énorme rongeur, mais un rongeur à pattes palmées. C'est en effet, dans ces pays qui sont si inondés, le seul moyen de survivre. Voyons apparaître un tapir. Cet animal passe une grande partie de sa vie dans l'eau à brouter les plantes aquatiques. Il devient assez gros. Je pense que ces spécimens pesaient bien 200 kg. Encore un petit effort et on va y arriver. Voilà encore des animaux redoutables sur les cailloux. J'en ai vu souvent la nuit dans les rivières. Avec une lampe, leurs yeux sont phosphorescents et on les voit de très loin. Après 3 heures de vol depuis le départ de Rio, les nuages se dissipent soudain et je découvre l'immense forêt amazonienne vert infinie. Nous amorçons la descente et voici enfin le but tant attendu de mon voyage, Manaus. Je suis très ému. En bon touriste, ma première naturellement pour le marché, cœur de la vie populaire d'une ville. Ce qui me saute aux yeux, sans parler de l'odorat, ce sont la crasse et les amoncellements de détritus de toute nature. C'est un vaste dépotoir, au milieu duquel sont installés des étals de fruits, de légumes très variés et hauts en couleur. Beaucoup me sont inconnus. À l'exception des bananes et des ananas, tout est importé, soit d'autres régions du Brésil, soit d'Argentine. Andar na
Un peu à l'écart du marché coule le Rio Negro, immense fleuve qui doit son nom à la couleur de ses eaux teintées par l'humus de la forêt. Pour nous Européens, sa largeur est stupéfiante, de 4 à 40 km. Parcourant ce marché folklorique, je tombe sur un des grands restaurants 4 étoiles de Manaus, un peu inattendu dans ce quartier pouilleux, mais qui toutefois ne débarque pas le coin. Voici la cuisine, ultra moderne, et au menu quelques piranhas. Dans la luxueuse salle de restaurant, une table et un banc. Devant, c'est très propre pour le pays, mais il ne faut pas pousser la curiosité trop loin. Par derrière, c'est épouvantable. Il y a plusieurs mètres d'immondices et l'on attend, dans quelques mois, la crue du fleuve pour débarrasser et évacuer toutes ces ordures. Je vous laisse imaginer les odeurs avec une bonne chaleur de 30 degrés. Mais tout est magnifique quand même, tout est si riche en couleurs. Ceci est un stand de dégustation de jus de canne à sucre, débité par une machine archaïque. On introduit la canne d'un côté, elle est broyée et on récolte le jus de l'autre côté. Et comme il faut toujours goûter aux produits locaux, j'en ai dégusté. Mais je ne dois dire que ce n'est pas très fameux. Ma première visite à Manaus fut pour l'Institut national des pêches. Dans de grandes piscines en plastique, je découvre ces étranges mammifères aquatiques, semblant bien apprivoisés, des lamantins. Le jeune soigneur brésilien se fait embrasser par un affectueux bébé. L'eau de sa piscine est toute blanchie par le lait avec lequel on les nourrit. Un autre haut lieu touristique de Manaus est ce torrent descendant de la forêt. L'eau fraîche draine une grande affluence qui vient y faire trempette et chercher un peu de fraîcheur. Fraîcheur toute relative d'ailleurs. L'eau y est à 25 degrés, alors que la température moyenne du Rio Negro est de 30 degrés. Bien que nous soyons encore en saison sèche, éclatent de temps en temps des averses très violentes et qui alimentent ces jolies cascades. Les plantes qui recouvrent les troncs de ces arbres immenses, appelés parasites par les Brésiliens, sont en fait des orchidées. Ce n'était pas le moment de la floraison, c'est bien dommage. Après cette incursion dans ce site magnifique, je regagne les bords du fleuve. Voici M. Schwartz, et c'est grâce à lui que j'ai pu réaliser mon voyage sur le Rio Negro. Je l'ai connu par l'intermédiaire du docteur Giry. Il est autrichien d'origine et depuis longtemps installé à Manaus. Il est l'un des plus importants exportateurs de poissons exotiques. Grâce à sa gentillesse, j'ai pu effectuer ce voyage sur le Rio Negro et embarquer sur un de ces bateaux appelé l'Arapaima. Dès que nous avons quitté la rive, notre premier soin est de préparer le repas. Aujourd'hui, menu de gala, une tortue. Ce sera un vrai régal. Il est absolument interdit de les pêcher, et par suite bien sûr de les manger, mais elles viendront quand même de temps en temps agrémenter les repas. Elles sont soigneusement dissimulées sous le pont du bateau. J'ai passé toute une matinée à gratter la carapace afin de la ramener. J'en ai profité pour bronzer un peu, étant un peu visage pâle à mon arrivée. Un petit
petit singe, le plus insupportable mais aussi le plus adorable de mes compagnons, vient de tomber à l'eau. Et il boit une copieuse tasse. Vite, une pirogue a été détachée et se précipite pour le repêcher. Plus de peur que de mal. Il n'a été ni mangé ni noyé. Et on le ramène à bord. Le voilà. Pendant plusieurs jours, nous allons remonter le fleuve. Je vous présente mes compagnons de voyage. Un des chiens et son cavalier, le capitaine et sa femme, ce sont des Caboclos, c'est-à-dire des Indiens qui se sont intégrés à la civilisation. Il y avait le grand-père et 3 enfants. Sur le bateau, il y avait encore 2 chiens, un autre singe, un perroquet et, comme passagers clandestins, les tortues, bien sûr. Tous les jours de l'année, le soleil se couche à 6 heures. Mais à partir de 4 heures, c'est un enchantement. Une symphonie de couleurs, de toute beauté. Je reste sur le pont du bateau à admirer et écouter la forêt. Le voyage se poursuit, tranquille, pendant plusieurs jours, avec quelques arrêts pour se restaurer, se reposer un peu ou pour récolter des œufs de tortue. Sur les plages typiques du Rio Negro, avec sable blanc et eau d'un noir d'encre, il faut une grande habitude pour découvrir ces nids. Ils sont bien cachés, bien enfouis. Voici une jeune tortue que l'on vient de libérer et qui court, on installe la trompe pas en direction de la rivière. La salle à manger du bateau, aussi une 4 étoiles. Un rapide coup de balai pour écarter les crottes de chien et le couvert est installé par terre. Tous les jours, les soirs, même menu. Du riz, des haricots noirs et des nouilles. Le tout saupoudré de manioc et bien sûr accompagné de poisson. On m'avait annoncé l'enfer vert. En fait, sur le Rio Negro, je n'ai trouvé que le paradis. Pas un seul moustique le soir. Je pouvais lire tranquillement sur le bateau, une lumière au-dessus de la tête, sans besoin de moustiquaire. Elles sont en effet inutiles, car les sons du fleuve sont trop acides et les larves ne peuvent s'y développer. Voici une belle araignée, mais le singe l'avait mise assez mal en point, et malgré tous mes efforts, elle n'était pas très vivace. Celle-ci n'était pas énorme, mais certaines sont larges comme des plats à tarte. Encore une malheureuse qui va passer à la casserole. Les tortues tiennent une grande place dans la vie à bord. Celle-ci est une tartaruga. Celle-ci s'appelle Irapuka. Le dépeçage des tortues et la récupération de leurs œufs ne sont pas un spectacle bien appétissant, et même un peu barbare, je le reconnais. Les œufs de celles-ci sont sphériques, et certains, comme chez les poules, n'ont pas encore de coquille. Le long du fleuve, tous les 30 ou 40 km, nous rencontrions une famille, une multitude d'enfants, une cabane faite de feuillage, quelques animaux domestiques, poules et un ou deux cochons. Puis, près du village de ces Indiens, les cages à poissons où ils stockent le produit de leur pêche,
et nous les ramasserons à notre retour. Également, une cage pour les tortues. Quelques bananes vertes récoltées le matin même dans la forêt. Une escale, un des chiens du bateau, véritable obsédé sexuel, n'ayant pas de chienne sous la main, si j'ose m'exprimer ainsi, la remplace par un cochon. Beaucoup d'épuisettes, hein. Et puis, au fil de l'eau, la beauté de l'Amazonie, une beauté à vous couper le souffle. Voici mes autres compagnons de voyage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce joli petit perroquet et les 3 enfants. Les 2 premiers ne peuvent renier leurs origines. Mais le 3e n'est sûrement pas de pure race. Quant à celui-là, il ne fait que des sottises. Maintenant, passons aux choses sérieuses, les poissons. Ma première capture, un petit piranha. Les plus gros peuvent atteindre 2 kilos. On voit nettement, sur les arbres, le niveau des crues, 8 à 10 mètres de dénivellation. Au moyen de cette petite pirogue, je pouvais me promener sur les iguarapés. J'y ai fait des pêches extraordinaires. Tous les poissons que je pêchais étaient nouveaux pour moi. Celui-ci n'était pas très gros, mais regardez ses dents. Ce beau cyclidé, je l'aurais bien volontiers ramené pour mes aquariums. Celui-ci, c'est un ostéoglossum. Il a un os dans la langue. Mais le roi des poissons de l'Amazonie est sans conteste le tucunaré, le Cyclaocellaris. J'en ai pris des quantités. Ils sont superbes et excellents. Et la vie reprend son petit train-train. Toilette quotidienne. Un dauphin d'eau douce trop rapidement aperçu. Et le macaque, toujours au petit bêtisier et à la recherche de nouvelles sottises. Arrivé au terme de la remontée du Rio Negro, 800 km depuis Manaus, nous débarquons dans un village peuplé de 4 ou 5 familles, tous des pêcheurs. Ils ont rassemblé là le produit de leur pêche, depuis le passage du dernier bateau, chargé lui aussi de faire la collecte. Des milliers et des milliers de petits poissons rouges et bleus, les cardinalis. Nous en profitons pour faire une récolte de fruits, provision pour le retour. Puis nous préparons une pêche de nuit. Toute une batterie de fils est installée dans cette boîte, destinée à alimenter un projecteur. Et voilà notre pêche, une belle pêche.
des sévérums, des géophagus surtout, des acaritis, et leur chair est assez fade. Nous allons assister maintenant à une cérémonie païenne. Image assez pénible. L'articulation de la mâchoire est sectionnée, car 24 heures après, elle peut encore couper un doigt. Ce magnifique lézard avait été capturé exprès pour moi, puis relâché. Les réflexes professionnels, ne perdant jamais leur droit, jusque là-bas, j'ai arraché les dents. Ce n'était pas douloureux, mais c'était grave. Aussi, on prenait son tour et on faisait la queue. Rapide stérilisation des instruments dans l'eau du fleuve, rinçage de bouche dans l'eau du fleuve, on crache, le courant emportant tout. Même le tournevis du bateau m'a été très utile pour extraire quelques racines récalcitrantes. Merveilleuse Amazonie. Tous ces animaux étaient extraordinaires. Par une charmante intention, mes hôtes m'avaient réservé une patate douce. Pas fameux. Mais cela était offert de si bon cœur, et ils pensaient me faire tellement plaisir. Et même avec de l'eau à 30 degrés, quelle joie de prendre un bon bain. Sur les grands arbres, déracinés par le fleuve, j'ai ramassé toutes ces orchidées. Sur des arbres dressés, elles sont inaccessibles, poussant à la cime. Les troncs sont très très hauts et très lisses. Presque impossible d'aller les chercher. Malheureusement, il faut bien prendre le chemin de retour. Des échanges se font. Contre les poissons que nous allons ramener, on troque du sel, du riz, du sucre, des piles électriques. Un dernier petit vin. Notre bateau étant très chargé, et à cet endroit, le niveau de l'eau est très bas, notre capitaine doit, pour nous frayer un passage, repérer les bancs de sable. Ou bien, à l'aide d'une grande perche, sonder le fond de la rivière. Nous sommes restés bloqués plusieurs fois.
Pendant 2 ou 3 jours, sans nous arrêter, sauf quelques escales pour collecter les poissons, nous descendrons le Rio Negro. Toutes les bassines se remplissent au fur et à mesure de nos arrêts. Chacune contient environ 1000 poissons, et il y en a 300 ou 400. Vous pouvez faire le compte facilement. Le poisson qui m'intéresse le plus, c'est le discus. Le but, en fait, de mon voyage était de l'étudier dans son milieu naturel. Aussi, après cette grande randonnée, je voulais assister à sa capture. Le haut lieu de pêche du discus est la région de Téfé. Téfé est une petite ville située sur l'Amazone, à 450 km environ de Manaus. Je devais retrouver un bateau de Schwartz, parti déjà 3 jours. Cette petite bourgade ne vit que de la pêche. Les eaux y sont extraordinairement poissonneuses. La viande y est inconnue. En revanche, le poisson est au menu de tous les repas. Et les urubus, ces charognards de l'Amérique du Sud, s'en régalent au retour des pêcheurs. C'est aussi une escale pour les bateaux de voyageurs qui sillonnent l'Amazone. Au retour, j'en prendrai un pour rentrer à Manaus. C'est le seul moyen de transport et il ne manque pas de couleur locale. Je doute fort que les touristes de Jet Tour ou Air Tour ou autres aient jamais emprunté ce moyen de locomotion. Chaque voyageur doit y accrocher son hamac et attendre paisiblement les 2, 3 ou 4 jours nécessaires pour faire le trajet. N'ayant pu rejoindre le bateau de Schwartz, perdu dans le dédale des bras de rivière qui sillonnent cette contrée, je suis obligé de passer quelques jours dans le village de Téfé, laid et sans aucun agrément. Et cette attente, hypothétique et pénible, est assez déprimante. Les pêcheurs de Téfé, ayant reconnu un des leurs, m'invitent à une pêche au filet sur le lac. Très rapidement, celui-ci est déroulé dans le but d'encercler un banc de poissons. De temps en temps, ils font une pêche miraculeuse, mais bien souvent, la remontée des filets est très décevante.
Ce voyage à Téfé fut raté et j'y ai perdu mon temps. N'ayant pu trouver un bateau qui veuille m'emmener rejoindre celui de Schwartz, la région où était supposé être le bateau que je pensais prendre était vaste comme au moins un département français. Le fleuve, ramifié en centaines de bras et canaux, et le tout recouvert d'une végétation très dense rendait cette tâche impossible. Autant retrouver une aiguille dans une botte de foin. J'ai donc repris le bateau, faisant fonction d'autobus, en direction de Manaus. J'ai accroché mon hamac au milieu des autres, côté homme bien sûr, l'autre moitié du bateau étant réservée aux femmes. Les repas, toutefois, se prenant en commun à la table d'hôte sur le pont arrière. Ayant emporté des petits cadeaux à distribuer, j'avais eu l'imprudence, le premier jour, de distribuer à ces dames des échantillons de parfums. Quelle erreur! Elles s'en étaient abondamment aspergées. Malgré le grand air, l'atmosphère était irrespirable. Tous les parfums de l'Arabie. Nous avions l'impression de manger du 5 de Chanel, du calèche d'Hermès ou du scandale de l'an 20. Et, en fermant les yeux, on pouvait se croire dans la salle à manger du Ritz. Nous avons fait 2 ou 3 escales. Toujours l'Amazone, aussi majestueuse. Il a fallu 2 jours de navigation pour arriver au confluent du Rio Negro et de l'Amazone. Manaus est à une quinzaine de kilomètres en amont de ce confluent. La rencontre de ces 2 fleuves, au noir du Rio Negro, au jaune de l'Amazone, ces eaux ont beaucoup de mal à se mêler. Et ce n'est qu'au bout de 40 ou 50 kilomètres que l'Amazone digérera le Rio Negro. Je regagne Manaus et je ne voudrais pas encore gâcher les 8 jours qui me restent et je voudrais les employer d'une façon plus enrichissante. C'est à nouveau l'Institut des pêches qui aura ma visite et j'aurai la chance de pouvoir me joindre à une expédition scientifique partant pour quelques jours. Son but, la capture de poissons nommés pescada. Avant l'embarquement, il s'agit de faire du ravitaillement. Ici, c'est la récolte des mangues. Voici le chef de l'expédition, un Allemand spécialiste de cette variété de poissons. Grand luxe, nous faisons une provision de pain de glace. Et pour la première fois depuis 3 semaines, je boirai autre chose que de l'eau du fleuve. Nous avions embarqué avec nous 4 ou 5 pêcheurs. Chacun d'eux avait la responsabilité d'une 50aine de mètres de filet. Ils le déployaient dans les arbres morts qui bordaient les cours d'eau.
C'était une pêche fort intéressante. Au milieu, un magnifique piranha noir. Et puis, de très beaux léporinus de 40 cm environ. Les piranhas ont des dents extrêmement acérées, de véritables bistouris. Pêcheur en a fait la triste expérience en laissant en pâture son bout de doigt à un des piranhas. Et voilà encore le travail des piranhas. Gentille petite bête quand même. Voilà un vrai piranha. Et en voilà un faux. Un a de belles dents et l'autre n'en a pas. C'est un pacou. Et celui-ci, justement, il a de belles dents. Ces hommes ont pourtant une grande pratique de ces poissons carnassiers. Aussi, ne tenant pas à se faire à nouveau dévorer, il redoublera d'attention en le démaillant du filet. Complètement mort, pas question d'approcher un doigt de sa mâchoire. Nous avançons maintenant dans un des paysages typiques de la forêt amazonienne. C'est la forêt inondée. Avec une liane, un de mes compagnons a tenu à me fabriquer une épuisette pour la pêche de nuit. L'épuisette se termine, et grâce à elle, cette nuit, j'attraperai les enfants de ce magnifique Geophagus, et j'aurai la joie de les ramener en France. Et oui, c'est un dauphin. Une femelle morte noyée prise dans un filet. Capture bien involontaire, car un petit l'attendait. Les dents, complètement usées, elles devaient être d'un âge certain déjà. Ces mamelles, placées juste à côté de l'anus, sont pleines de lait. Les poissons sont piqués au formol pour les étudier plus à loisir en laboratoire.
voyage de retour s'amorce déjà. Nous croisons le frère du bateau avec lequel j'ai fait la remontée du Rio Negro. Il va faire le même trajet avec le même but, la collecte au retour des poissons pris entre-temps par des Indiens. Toutes les bassines sont sur le toit, vides. Je le vois partir avec un peu d'émotion, et il ne faudrait guère me prier pour à nouveau. Voici un bien beau géophagus. J'ai essayé de le ramener vivant, mais sans succès. C'est le cuisinier du bord en pleine action. Ce deuxième voyage était beaucoup moins folklorique que celui fait avec ma famille indienne. Pas de crotte de chien à écarter pour mettre la table. Façon de parler puisqu'il n'y en avait pas de table. Une bonne averse salue tristement mon retour. Toute cette partie du film va maintenant être consacrée au stockage et à l'expédition des poissons ramenés par les bateaux. Une dizaine faisant un va-et-vient continuel sur le Rio Negro. En eau courante, les poissons sont donc stockés dans ces grandes cages ajourées, ce qui leur permettra de se nourrir de toutes les petites bestioles véhiculées par le courant. Notre bateau va décharger ces centaines de bassines. Les poissons sont repêchés à l'aide de ces grandes épuisettes, celles-là même qui ont servi à les capturer. Les raies sont une des espèces les plus dangereuses de l'Amazone. Il est très imprudent de marcher nu-pied. Elles s'ensablent, elles laissent seulement dépasser leur aiguillon, très venimeux. Malheur à celui qui va se le planter dans le pied. Voilà le début d'un long et fastidieux travail, demandant une très grande habitude et une non moins grande dextérité, le comptage des poissons. Il faut les laisser glisser un par un hors des épuisettes pour en mettre 1 millier dans chaque bassine. Puis, 4 fois par jour, il faut renouveler l'eau des 400 bacs, car il n'existe aucun système d'aération. C'est un énorme travail. Le gros soleil risquant de faire monter la température, il faut couvrir des bacs placés sur le toit avec des palmes que nous cueillons dans la forêt. Revenons au comptage. Il a pris près de 3 jours. Puis, tout étant chargé à l'intérieur, comme à l'extérieur, le long voyage de retour va commencer. J'avais pêché ces beaux scalaires altum de nuit sur le Rio Negro. Nous débarquons maintenant chez Schwartz. Étant donné le gigantisme de ces installations,
on se rend vite compte qu'il est le plus gros exportateur de Manaus. Des hangars immenses où sont stockées cette précieuse marchandise. Tous ces réservoirs, des dizaines et des dizaines, contiennent un nombre incalculable de discus. Et en plus, une centaine de bassins comme ceux-là sont disséminés dans la propriété. Nous revoilà vers les discus. Là, c'est le coin des Cardinalis. Plusieurs millions attendent leur départ pour l'Europe ou l'Amérique. Le docteur Géry, en train de les nourrir avec de la poudre de jaune d'œuf. Étant très vorace, il faut recommencer l'opération 3 ou 4 fois par jour. Les 3 ou 4 jours passés sur le bateau, les poissons ont souffert. Il leur faudra une sérieuse remise en forme pour supporter un voyage assez long à destination de nos aquariums, sans trop de mortalité. Ce garçon passera toute sa journée avec pour unique travail la nourriture de ses pensionnaires. C'est un travail sans fin, car quand il arrivera au dernier bac, il faudra recommencer au premier. Ce hangar abrite des centaines de milliers de corridoras. Cette femme est chargée de les trier, car plusieurs espèces sont mélangées. Voilà quelques belles espèces de discus. Désirant en ramener quelques-uns en France, on est en train de me les pêcher. Voilà un beau discus vert. Celui-ci est un Royal Blue. Celui-ci un Gypsy. Ça, c'est un turquoise. Et celui-ci un nickel. Toutes ces appellations sont made in Manaus. Les poissons sont mis dans des sacs en plastique assez épais. Un poisson par bac. Un peu d'acriflavine dans l'eau et ils sont placés sur une machine. Les sacs gonflés à l'oxygène et soudés. Puis, on les emballe dans des cartons, 1 heure ou 2 avant le départ de l'avion. Le docteur Géry en conversation avec M. Schwartz, fils. Un grand lac forme le fond de la propriété, où a été déployé un immense filet. Il est rempli de discus. Et là encore, des milliers de cardinalis et autres poissons. Il est difficile d'imaginer la quantité invraisemblable de tous ces poissons destinés à l'exportation.
principaux poissons exportés de Manaus sont les cardinalis, dont j'ai déjà parlé très souvent, puis les rhodostomus, les nez rouges, les corydoras de toutes sortes, les dicus et beaucoup de poissons-chats, plus ou moins cuirassés. Il y a des quantités et quantités de variétés. Tout a une fin. Ces poissons ont fini leur grand voyage. J'avais soigneusement choisi les plus beaux discus que je voulais rapporter, ceux qui avaient le maximum de lignes bleues. Mais, à leur arrivée, toutes ces lignes restaient bleu pâle, gris-bleu. J'espérais qu'avec le temps, ils allaient retrouver leur beau coloris. Les mois ont passé. Peu à peu, les bleus sont redevenus éclatants, pour être aussi beaux que les discus d'élevage que je possédais déjà. Vous voyez là des discus en train de se reproduire. Ce sont des poissons assez extraordinaires. Ils secrètent, entre leurs écailles, un mucus avec lequel ils nourrissent leurs petits. Aussi, pendant plusieurs jours, voit-on les enfants brouter sur le dos de leurs parents. Ces très beaux spécimens viennent tout droit de Manaus. La patience a payé. Ils vivent en Amazonie dans des eaux très troubles, limoneuses, peu éclairées. La vie en aquarium, dans une eau propre et bien éclairée, favorise cet éclat tout particulier qui en fait le roi des poissons d'aquarium.